juste un petit test, si vous pouvez mettre dans le chat pour vous assurer que vous nous entendez bien. Pour l'instant, on laisse un peu de temps aux personnes pour arriver. Super, merci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue sur ce premier épisode d'Happy Time. Donc, c'est un rendez-vous que l'on souhaite instaurer sur un rythme qu'on va affiner dans les semaines à venir. Mais on va viser à environ un épisode tous les 2 mois sur des thématiques à définir ensemble. Le but est qu'effectivement on puisse partager notre expérience et les retours, mais aussi bénéficier éventuellement de la présence d'autres personnes dans les assistances pour une prochaine fois présenter de leur côté une approche intéressante ou des éditeurs, ainsi de suite. Je vais nous présenter. Alors, je suis Christophe Bandini, je suis le directeur des opérations chez Naoplay. Et Arnaud Gavazzi, consultant expert en cloud et API chez Naoplay. Donc, nous travaillons tous les deux pour Naoplay, comme on l'a dit 3 fois, qui est une société qui a fait le choix de se spécialiser sur un vertical cloud, API et gouvernance API. Nous adressons tous les sujets aussi bien techniques que plus stratégiques. Et aujourd'hui, on a fait le choix justement de vous parler de la Smart Proxysation, qui est une approche qu'on a présentée il y a 2 ans pour la première fois aux Happy Days, qui nous semble être pleine de bon sens, mais on voit qu'elle est intéressante à présenter à nos différents interlocuteurs pour aider l'ensemble du marché à évoluer en maturité sur les API. Quand on regarde la partie API et vos réponses, une des premières questions qu'on a vues affichées sur le formulaire, c'était une API, c'est quoi exactement ? Effectivement, les API, vous pouvez être technique et donc sourire à cette question en vous disant bon, on va encore parler de ça, donc on va aller vite. Mais on voit que dans la presse, alors c'est une presse qui est un peu spécialisée, mais pas tant que ça, puisque Filming, c'est l'industrie du cinéma, Hostingwire, c'est le real estate. On voit des titres qui sont liés aux API. Là, on a de la réalité augmentée, on a de la sécurité, on a des telcos. Donc les API sont, si ce n'est partout, en tout cas dans énormément d'endroits. Sur les API publics, on en avait une centaine à peine de référencés en 2005. Là, on devrait dépasser les 40 000 sur la fin d'année. Donc là, je parle que des API publics. Je vous invite d'ailleurs à utiliser ce QR code pour aller voir l'API Landscape de nos amis chez Happy Days, qui recense un ensemble d'API publics et de services, et vous verrez la progression sur les différentes années. C'est un marché important. Et peut-être Arnaud, tu vas nous dire ce qu'il en est un peu plus d'un point de vue technique. Alors techniquement, une API, ça va être simplement en fait un service rendu pour diffuser soit de la donnée, soit un service de prise de commande ou plein d'autres choses. C'est représenté ici en bas à droite sur ce schéma-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un développeur qui a accès à ce système-là, qui va pouvoir diffuser et permettre l'utilisation des systèmes via une technologie, une façon de faire qui s'appelle l'API. Les consommateurs premiers de cette API-là, ce sera les développeurs d'applications. Donc les vrais consommateurs de l'API, ce sont les développeurs, représentés effectivement, merci pour le curseur, en haut du schéma, qui vont développer et consommer votre API et d'autres, et de faire une espèce de regroupement éventuellement en fonction des services qu'ils cherchent à avoir, gestion de paiement, gestion de cartes géographiques ou des choses comme ça. Et au bout du bout, l'utilisateur final, représenté à gauche ici, va simplement consommer l'application et donc n'a pas spécialement connaissance de l'API qui vient aider à servir l'application. Donc ça reste un composant, l'API, assez technique
technico-fonctionnel, dans le sens où ça s'adresse aux développeurs. Donc, Un peu plus concrètement, et si on descend un tout petit peu, mais on ne va pas s'attarder non plus trop, donc les API, ça a été défini grosso modo, c'est issu des définitions des protocoles HTTP qui datent de 96, je crois, ou pour les premiers, ou quelque chose comme ça. Donc ça remonte un petit peu, même s'il y a eu des évolutions depuis, mais c'est toujours d'actualité. Donc ça consiste principalement en une méthode ou un verbe, donc le get, le post, le put, le delete et d'autres qui sont donc standardisés. Une URL appelée, donc HTTP quelque chose, HTTPS en général quelque chose que vous connaissez, donc c'est vraiment l'endroit où ce qui va représenter la ressource que vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez accéder. Ça va être des entêtes, des headers, donc ce sont des méta-informations qui viennent compléter un petit peu la requête, notamment avec un détail sur le contenu échangé ou accepté, des notions de langue aussi dans le cas d'une page web par exemple, mais ça peut être aussi dans le cas d'une API, on peut trouver des langues, et aussi les jetons d'authentification. Pour certains verbes, un core ou un payload, un body, en fonction des vocabulaires, peut être aussi nécessaire. Vous souhaitez créer une nouvelle commande par exemple, vous allez faire un post, il faut bien donner les informations relatives à cette commande que vous souhaitez créer. Enfin, plutôt dans le cadre de la méthode get, vous pouvez aussi avoir des paramètres, aussi appelés query strings, donc qui se retrouvent en haut avec l'URL, après le point d'interrogation, qui viennent un petit peu compléter votre requête. Au lieu de demander simplement une information, vous demandez une information, mais en ne récupérant que quelques sous-informations, un sous-ensemble, ou en filtrant. Enfin voilà, plusieurs possibilités sont offertes grâce à ces paramètres. Alors, en fait, il y a différents formats pour les API, gRPC, GraphQL, WebSocket, j'en oublie un, et REST. SOAP, merci. Et donc, REST est celui qui a connu le plus grand succès ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'un appel REST, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que là... que vous soyez informaticien ou pas, quand vous regardez ça, vous vous dites, bon, get, je récupère de l'information, et a priori, ça doit être le client 76331 pour la commande, 76331 pour le client 78765. Donc effectivement, ça donne une information qui est lisible. Un développeur, quand il va voir ça, il va comprendre de quoi ça parle a priori. Mais je vous mens un petit peu parce que c'est pas parce qu'on fait de l'API et de l'API REST qu'on le fait forcément bien. Cet appel aussi est complètement légitime d'un point de vue technique. Il demande la même chose, mais on peut dire qu'on n'a pas accordé autant de soins au design. Et donc, il est un peu plus dur à suivre. Donc, le design, c'est un élément sur lequel on va pas mal revenir juste après. Mais c'est un point clé sur les API REST. Le deuxième point étant la partie écosystème de des API. Alors, dans le premier élément de cet écosystème, on voudrait faire le focus sur l'API Gateway. Donc, l'API Gateway, représenté au centre de ce schéma-là, de cette diapositive, en fait, représente une surcouche à un back-end, une surcouche à des systèmes déjà existants. Ou à construire, mais en tout cas une couche supplémentaire. Par exemple, on peut avoir, lorsque dans l'infrastructure cloud, vous pouvez avoir installé chez vous des logiciels qui viennent avec leurs propres API, mais sur lesquels vous n'avez aucun contrôle en termes de design. Ça ne veut pas dire si la structure même de l'API. Vous pouvez avoir construit vous-même vos API pour exposer de la donnée à travers issue d'une base de données ou exploiter les API fournis par certains moteurs de base de données. Et éventuellement tout ce qui est en lien avec de l'Internet des objets, des brokers, éventuellement par rapport à ça. Donc, vu la multiplicité des éléments qu'il peut y avoir à exposer d'une manière ou d'une autre, les équipes sécurité viennent avec une exigence de contrôler mieux ce qui peut être exposé. Et il n'y a rien de tel qu'une porte d'entrée unique pour bien contrôler ce qui rentre et ce qui sort de votre système d'information pour la sécurité. Donc si on prend un flux de communication, par exemple d'une application tierce qui va venir consommer votre API, le flux réseau va vraiment passer par votre gateway, qui elle va pouvoir effectuer des actions diverses, aussi bien des actions de sécurité que des actions autres, qui s'appellent des politiques ou policies en anglais,
comme vérifier par exemple que les jetons d'authentification sont légitimes, aller convertir la requête entrante en JSON en format XML parce que votre backend qui est un petit peu ancien ne fonctionne que en XML, ou limiter tu parlais tout à l'heure de quotas aussi, de pouvoir mettre en place des quotas si nécessaire. De la même manière, sur le trafic sortant, on va pouvoir contrôler l'information qui sort. Par là, je veux dire que dans certains cas, on veut s'assurer de ne pas donner trop d'informations. C'est une règle de sécurité de base. Typiquement, sur les messages d'information, on va prendre en compte les contextes. Sur un message d'erreur, si on est en contexte de test, de développement, on va avoir des messages d'erreur très verbeux. Si on est en contexte de production, on va essayer de ne pas donner trop d'informations à un éventuel hacker pour juste l'informer qu'il y a une erreur, mais pas lui donner trop de détails sur le serveur web, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut avoir aussi des opérations de conversion de données, voire d'agrégation de données avant de passer à l'application qui a demandé ces informations. L'application, elle a demandé tout ça en consommant non plus les API back-end qui sont ici, mais les proxy API. Et c'est là, effectivement, que parfois, vous êtes habitué à un vocabulaire différent, vous en avez entendu d'autres. Les proxy API sont vraiment, en fait, les API connus par les consommateurs. Eux, ils n'ont aucune connaissance de cette couche-là. Ils ne doivent en avoir aucune. On va y revenir assez longuement. Les proxy API, donc, en fait, sont vraiment la porte qu'on ouvre vers l'extérieur. Et sur les plateformes modernes, la partie API Gateway permet de modifier le design. Donc, quand Arnaud parlait tout à l'heure de services SaaS, excusez-nous pour ça, de services SaaS ou d'applications qui arrivent avec leurs API, vous n'êtes pas maître de ces interfaces-là. Elles peuvent avoir des noms de champs qui ne vous conviennent pas. Vous allez pouvoir les faire évoluer ici. Pardon. J'ai un problème de... Voilà. Au-dessus des API Gateway, excusez-moi, arrive la couche d'API Management. Alors, certaines solutions offrent tout en un et mixent un peu le vocabulaire. Ça a du sens de voir les deux, car l'API Gateway est beaucoup plus axée technique. Elle est au centre du trafic API. L'API Management est une couche vraiment au-dessus, pas de gouvernance. Et elle adresse en fait non plus vraiment la communication en elle-même, mais les consommateurs. Vous aviez du monitoring dans l'API Gateway, là vous avez vraiment du suivi d'utilisation. Vous avez tous les mécanismes de monétisation. Alors monétisation, c'est pas forcément pour vendre vos services API, ça va être utile pour définir quota qui revient dans la conversation, vous définir des formes d'abonnement, du pay as you use, tout ça vous allez pouvoir proposer à vos utilisateurs, développeurs, consommateurs d'API, différentes formules pour utiliser les informations que vous leur mettez à disposition. Aujourd'hui, des solutions regroupent le tout. Des solutions ne font que de l'API Management. Vous avez Appyable, Appinity par exemple, qui se concentrent juste sur cette couche-là. Et vous avez aussi les solutions de portail dev qui sont indépendantes. Le portail dev, lui, est vraiment lié à la partie API Management parce que c'est le site qui va vous permettre d'exposer vos services, la documentation qui vont bien, gérer les souscriptions, les abonnements, merci, à ce service, et ainsi pouvoir vous mieux connaître vos développeurs, eux mieux connaître vos services et avancer plus rapidement comme ça. Alors si on reprend la vision un peu plus globale des différentes briques qu'on vient d'évoquer, on retrouve, alors c'est les mêmes, on retrouve l'API Gateway en bas, les backends sont en bas à droite, l'API Management qui vient donc s'appuyer sur les gateways et organiser un petit peu ces gateways avec son site annexe et complémentaire du portail développeur, donc effectivement qui est un élément très très important puisque c'est ce qui va permettre à vos consommateurs, en fait à vos clients de vos API, d'avoir les informations nécessaires pour l'utilisation de ces services.
Ensuite, eux vont publier leurs propres applications développées avec l'usage de vos API. Et donc, d'un point de vue, on revient là sur du réseau où l'application vient consommer votre API via cette API Gateway, qui elle donc est en front des backends. Donc ce schéma animé est disponible sur notre site, n'hésitez pas à l'utiliser. Maintenant, on va arriver vraiment sur la partie smart proxysation. Je vois le temps qui passe, on va accélérer un petit peu. Oui. Donc sur les programmes d'APIisation, ça a été beaucoup poussé il y a une dizaine d'années. Sur ces 3 dernières années, on a eu écho de beaucoup d'échecs, ça n'a pas marché. Pourquoi ? En fait, on peut analyser 3 vrais défis sur les sujets d'APIisation. Le premier concerne les silos. Alors, vous allez peut-être sourire. Effectivement, dans les grosses compagnies, ça se ressent fortement, mais ça existe aussi dans les plus petites structures. Par silo, je ne veux pas dire que c'est des équipes qui sont en conflit, mais elles peut-être ne font-elles que s'ignorer entre elles. Du coup, elles travaillent sur des hypothèses de comment travaillent les autres, où elles s'en fichent royalement et vont faire du ridou. Le ridou, c'est un cancer des sociétés. Donc là, le but, c'est vraiment d'arriver à passer ça. Le second, c'est le legacy. Donc le legacy, effectivement, quand vous commencez une stratégie d'API, votre système d'information n'est pas tout neuf. Donc vous avez déjà des applications qui sont en place et potentiellement qui exposent déjà des API ou des web services, mais qui souvent viennent avec leur propre modèle, leur propre façon d'exposer les choses, et voire même leur propre vocabulaire, qui peut donc être un peu en conflit avec les vocabulaires de votre entreprise. Et la marche forcée, ça, c'est justement pour répondre à ces 2 solutions-là. Il y a une dizaine d'années, on est arrivé vraiment sur des sociétés de services, en l'occurrence, qui sont arrivées en disant « mais votre DSI est trop lente, on va créer une direction digitale pour aller plus vite ». Ça, en fait, ça marche très bien pour l'époque, mais quand on veut passer en production, on retrouve le problème de legacy et de silo. Et il y a de grosses attentes sur le déploiement et on se retrouve à marcher à marche forcée. Or, on a besoin de prendre un peu plus de temps pour définir la gouvernance, comme on va le voir. Chez Naoplay, chez Naoplay, on a une approche à la fois technique et stratégique, comme je vous l'ai expliqué. Et on a l'habitude de travailler avec les architectes d'entreprise, j'en suis un ancien, et en particulier à les assister sur la partie de plan d'occupation des sols. Un plan d'occupation des sols, pour ceux qui ne sont pas architectes, c'est de regrouper les applications par lotissement. Ces lotissements vont avoir une finalité propre. Ici, c'est une cartographie assez haut niveau. Vous pouvez avoir des cartographies bien sûr plus détaillées, mais grosso modo, ici, on va regrouper tous les référentiels ici, tout ce qui est BI là, tout ce qui communique avec l'extérieur dans cette brique-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que dans notre lotissement, d'un lotissement à l'autre, on va échanger en fait autour d'entités métiers, des stocks, des tarifs, des informations clients, des campagnes marketing, des commandes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de là, en fait, on souhaite utiliser l'APIisation non plus comme un moyen technique, mais vraiment comme un asset stratégique. Je te laisse passer. Non ? Vas-y. Très bien, et donc c'est effectivement ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on avait évoqué aussi au départ, on parle d'objets technico-fonctionnels pour les API, on essaie de le représenter là, où en gros, on veut faire porter par le proxy vraiment la logique métier de votre entreprise et de faire abstraction de la technique et de sortir de cet aspect purement réseau. Donc ça revient, les exemples je trouve sont assez parlants, c'est de dire quand on va parler de données de type entrepôt ou stockage, ça, c'est l'entrepôt qui va parler aux utilisateurs de ces API-là et non pas le fait que ce soit du tel ERP ou tel autre qui gère le WMS qui est derrière ou quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens en fait puisque c'est juste une solution technique. Ou un client peut avoir besoin d'informations venues des CRM. Donc le CRM, c'est l'outil de gestion de relations clientèle, etc. Ce qu'on essaie d'illustrer sur ce schéma-là, c'est qu'il y a des exemples ou des produits ou des objets métiers qui peuvent être un peu plus compliqués que les autres, comme le produit mentionné tout en bas, qui va être les produits vendus. Donc il va y avoir potentiellement des informations issues
de l'ERP, donc du système de gestion, pour savoir les niveaux de stock, les prix d'achat, les prix de vente, etc. Il peut y avoir aussi des informations issues du PIM. Donc le PIM, c'est le Product Information Management, le Merci. catalogue. Product Information Management, donc effectivement du catalogue, donc des informations par exemple relatives à la dimension du produit, au poids du produit ou des choses comme ça. Et enfin le DAM aussi, donc le Digital Asset Management, qui lui va être plutôt le système qui va administrer et gérer tout ce qui va être les assets graphiques, donc les photos, les vidéos de présentation, etc. Tout ça forme un seul et même produit fonctionnel, un seul et même objet fonctionnel, le produit. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce proxy qui vient regrouper un petit peu potentiellement les éléments venus de différents backends. L'idée, pour casser un peu les silos, c'est justement de plus se trouver dans des situations où on doit aller voir l'interlocuteur ERP, l'interlocuteur PIM, l'interlocuteur DAM. Là, je suis sur mon projet, j'ai besoin de données produits, il y a un proxy produit, je vais trouver les informations qui sont derrière. Ça, en fait, donc c'est l'importance de passer du design dessus, c'est-à-dire, je reviens juste peut-être avant, parce que pour bien le répéter, le back-end, donc l'API back-end, ne doit absolument plus formater le proxy API. On voit souvent sur des programmes qui démarrent, une API back-end est un proxy API, et un produit, mais ça on verra après. Le proxy API, là, vraiment l'idée, c'est de passer du temps sur le design en disant quelles données métiers on échange entre nous, donc sous quelles entités et comment on va organiser cette partie-là. Et quel vocabulaire également. Et voilà, et quel vocabulaire, tout à fait. Donc effectivement, sur la smart proxysation, donc on passe API first, donc c'est déjà un grand terme, mais aussi design first, c'est-à-dire on va construire, mais encore une fois, pour ceux qui ont suivi, par design, on parle de proxy. Si on peut descendre à cette partie design au back-end, tant mieux, mais ce n'est pas forcément facile. Même si vous développez vos propres API, vous êtes parfois contraint par le framework de développement tout simplement, qui va vous obliger à certains formats et vous ne pourrez pas faire comme vous voulez. Rassurez-vous, sur la partie proxy, vous allez pouvoir reprendre la main. Donc la première étape de la smart proxysation, c'est l'écriture des guides de design API, enfin du guide de design API, qui va regrouper en fait l'ensemble des bonnes pratiques communes à tous les projets à venir. Ensuite, c'est l'Open API Specification, c'est-à-dire l'utilisation d'un standard qui permet d'écrire l'API avant même de la développer. On parle encore une fois de l'API proxy, donc avant même de la développer. Et cette étape-là se passe notamment avec les métiers pour bien comprendre et bien décrire ce qu'un objet métier veut dire pour eux. Et ça passe du coup par ces Open API spécifications. Et enfin, sur le développement du proxy, là, on va échanger aussi avec l'ensemble des interlocuteurs techniques. Est-ce que techniquement, ça tient la route? Est-ce que mon back-end va être capable de supporter la charge qui est attendue par les métiers? Est-ce qu'il va falloir implémenter du cache? Est-ce qu'il va falloir passer sur le cloud alors qu'on était sur on-premise? Enfin, toutes ces idées-là. Donc, l'idée est vraiment que, déjà, rien que sur cette première étape de guide de design API et d'implémentation des premiers proxys, on va faire intervenir les différents acteurs de l'entreprise. Pas juste la DSI, il faut impérativement le métier, mais il faut aussi écouter la DSI. Donc, on arrive sur la partie de gouvernance qu'on doit mettre en place pour démarrer cette API. L'intégration des parties prenantes, on a assez insisté dessus déjà. Le métier. Oui, le métier. Non, c'est sûr qu'effectivement, les programmes API en fait, peuvent avoir différents sponsors suivant les entreprises. Comme Arnaud le mentionnait au début de l'API Gateway, c'est souvent les équipes infrastructure, voire développement, qui ont poussé ça. Mais avec leur logique propre, parfois vous pouvez avoir du coup des microservices qui ont été déployés en pagaille, mais finalement le métier ne le comprend pas, ce qui a été fait. Vous pouvez avoir parfois la direction générale qui a voulu faire de l'APIisation et qui, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, est parti avec une direction digitale et se retrouve en fait à devoir embarquer paradoxalement les équipes IT sur le sujet. Donc là, effectivement, le but du jeu, c'est vraiment d'embarquer tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir votre métier qui va dire « Non, ça c'est un sujet IT, il se débrouille ».
Et de la même manière, laisser l'IT innover sur les noms de champs, etc. Non, souvent, en fait, on va travailler au moment du design API aussi sur les dictionnaires de données avec les équipes données pour mettre en place le vocabulaire pour l'ensemble de la société. Qui dit gouvernance transverse dit aussi prise de décision collaborative. Et effectivement, on va adresser avec cette gouvernance un ensemble de normes et standards, sécurité, compliance, ainsi de suite, qui vont être applicables à l'ensemble des services via les guides de design, à certains services, et définir aussi les exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions, combien de temps on tolère ces exceptions, quels engagements, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, encore une fois, là, on l'a mentionné à travers le portail développeur, un des éléments clés des proxys, de l'utilisation des proxys et surtout de la réutilisation des proxys, des API proxy, eh ben, c'est la documentation et le portail développeur associé à cette API. La documentation va vraiment permettre d'assurer la cohérence entre le service fourni et la façon de l'utiliser, et donc la maintenance de cette documentation est vraiment clé et doit faire partie, si on descend un tout petit peu dans les processus de cycle de vie de développement, du développement de l'application et des pipelines de déploiement. Et le responsable de la documentation, c'est rien d'autre que le responsable du développement du proxy, puisque au plus proche de ce qui doit arriver. De la même manière, sur un portail développeur, très souvent en tout cas, on va pouvoir aussi mentionner quel est le point de contact sur un proxy. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir des questions, il peut y avoir des erreurs aussi, alors soit des bugs dans le service de l'API, soit des bugs dans la documentation de l'API, ou des demandes, ou avoir besoin de faire des remontées de demandes d'évolution de l'API, de nouvelles fonctionnalités. Donc le point de contact doit être bien identifié. Alors c'est pas nécessairement une personne, évidemment, ça peut être une équipe, on est d'accord, mais en tout cas il faut que ce soit clair pour un consommateur de savoir vers qui se tourner en cas de question ou de problème avec son proxy. Et tout ça, ça passe par je ne vais pas mentionner le rôle du proxy owner à qui on fait porter tout ça. Oui, en fait, le proxy owner, justement, lui, c'est sa responsabilité. Il est responsable de la documentation. Il doit connaître chacune des données, chacun des services qui est exposé par son proxy. Ouais. Par connaître, je veux dire que pour les données, il doit connaître la source de vérité de chacune de ces données. Il doit savoir qui consomme et qui a les droits de modification depuis la source de vérité jusqu'à la gateway, et bien entendu sur les consommateurs, si certains peuvent modifier, il doit savoir cela. J'aime bien cette formule, mais de grandes responsabilités impliquent un grand pouvoir. Dans ce sens-là, je veux dire que pour que ça marche, il faut accepter que le proxy owner, à partir du moment où on lui confie une entité métier, il doit avoir le dernier mot sur son proxy. Sinon, on repart dans le régime des exceptions et on n'a pas de gouvernance établie. Pour aller très vite sur le reste, parce que je vois l'heure qui avance, donc Arnaud a mentionné le cycle de vie. On a fait un focus sur la partie design qui est vraiment la clé, mais pour les autres parties du cycle de vie, il faut continuer sur cette démarche-là avec une approche itérative, un retour d'information continu sur la consommation qui a pu être faite, sur la consommation des consommateurs, la consommation des réseaux, du back-end, etc. Tous ces éléments-là pour rentrer vraiment dans une logique d'amélioration continue. J'ai mentionné le cache tout à l'heure. Le cache, c'est une solution qui, étonnamment, marche dans beaucoup de cas. On a vu des exemples avec Google Maps de réduction de factures qui étaient assez impressionnants. Donc, tous ces éléments-là sont à voir. Dans les questions, on n'aura pas le temps de les aborder aujourd'hui, mais on a eu le point de l'IA, forcément, qui a été monté. Alors, l'IA et l'API, c'est des sujets qui sont très liés. L'API pour alimenter l'IA, mais l'IA joue aussi un grand rôle dans chacune de ces briques-là dès qu'on va parler d'automatisation. Le but du jeu, chaîne DevOps, test, et ainsi de suite, on va vouloir automatiser un maximum de choses. L'IA va aider sur ces briques-là. C'est pour ça qu'on trouve de plus en plus d'IA aussi dans les solutions du marché. Très rapidement, le produit API, qui est la dimension encore au-dessus. Donc, elle est portée par certaines solutions, pas par d'autres.
L'idée du produit API, c'est de dire qu'on a regroupé différents proxys par rapport à un contexte propre. Ce contexte, il peut être purement métier, comme au-dessus, gestion des stocks, qu'est-ce que je vais consommer comme API pour avoir mes données, ou plus technique, j'ai un site web e-commerce qui utilise tel techno, je vais récupérer ces informations-là. Le owner du product API, dans ces cas-là, ça peut être directement le PO attaché au programme en question. Ce n'est pas nécessairement un interlocuteur de la plateforme API Management, API Gateway. Si je reviens sur ces éléments-là, donc les silos, le legacy, la marche forcée, en fait, avec l'approche de la smart proxysation, on va trouver en élément de réponse le portail développeur. Alors Arnaud m'a juste fait la bonne remarque que j'ai mis un S pour forcer le fait qu'il fallait à la fois penser portail développeur en externe et en interne. Certaines solutions permettent d'avoir un seul portail qui va gérer différentes audiences et ça marche très bien, mais l'idée est vraiment que l'API, ce n'est pas forcément uniquement tourné vers l'extérieur. Je parlais tout à l'heure des redos et ainsi de suite qui sont faits en interne. Vous allez gagner un temps considérable en onboarding de vos développeurs et en disparition de vos redos à partir du moment où vos développeurs ont un endroit où ils trouvent les informations sur les connecteurs existants et comment les utiliser, qu'ils peuvent les tester en autonomie. Le design API, je pense qu'on a été en long, en large et en travers sur le sujet, que vous avez bien compris que c'était très important. Et par rapport à l'ensemble qui a été donné, l'idée aussi sur les programmes d'API, c'est voir, ça c'est très bien, mais effectivement, il faut savoir avancer par étapes. Un proxy, on est tout à fait conscient qu'un proxy métier, ça implique de mettre beaucoup de personnes autour de la table. Il faut identifier les quick wins au début qui vont vous permettre petit à petit de définir les KPI que vous allez pouvoir mettre derrière et de montrer la valeur de la plateforme. Voilà, on a un petit peu dépassé le temps, mais on est encore là si vous avez des questions. Ou si vous voulez faire des retours. Merci Joël beaucoup pour les retours, surtout quand c'est un Joël Gossy qui le dit. Alors, il y a une petite latence entre ce que l'on dit et ce qu'on voit comme question, donc on va juste guetter vos questions s'il y en a quelques-unes. C'est vrai qu'il y a une grande latence. Passer là comme ça me permet de voir quand est-ce qu'on reprend la parole. De mon côté, il y a vraiment beaucoup de latence. Alors je parle de mon côté, peut-être que vous avez posé des questions entre-temps qui vont avoir du retard. Voilà. Merci Nathaniel. Comme je le disais au tout début, le but d'AppyTime, c'est de créer une communauté vivante. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des idées de sujets en particulier que vous voulez nous voir traiter. Donc on est partenaire avec AppySec, on avait déjà fait des présentations. Je pense qu'on refera un sujet plus spécifique sur la sécurité API dans les mois à venir. On a mentionné l'IA, c'est vrai que ça peut mériter d'avoir un sujet complet. En tout cas, je suis content de voir vos retours. N'hésitez absolument pas à revenir vers nous et merci à vous pour ce temps. Merci beaucoup. Je laisse un peu de délai au cas où des questions arrivent, vu qu'on a quand même beaucoup de latence. Je me permets aussi, vu qu'on a parlé de design, de vous rappeler que si vous allez regarder sur notre page LinkedIn,
A priori, vous devriez retrouver sur les posts à partir de l'été de l'année dernière plusieurs guides API, de design API qui pourront vous être utiles. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et d'ailleurs, on fera peut-être des sessions dédiées autour d'une thématique et du design API. Ça peut être une idée aussi. Bon, en tout cas, a priori, il n'y a plus de questions. Merci à tous et donc à très bientôt pour l'épisode 2. Au revoir. Au revoir.